souhaiter la bienvenue à la conférence B1 du rendez-vous Relations de travail, intitulée « Enquête à la suite d'une plainte pour harcèlement ». Sans plus tarder, je vous présente votre conférencière. Marie-Josée Douville, CRHA, est vice-présidente de Drolet, Douville et Associés. Spécialisée en gestion des conflits organisationnels et en médiation, elle agit à titre d'enquêteur, notamment en matière de harcèlement psychologique. Madame Douville, à vous la parole. Donc, on sera tout en lumière, ce retour de dîner, là, c'est apprécié. J'ai toujours, je ne sais pas si c'est mon karma, là, mais de vous récupérer toujours après un si bon repas. Mon défi sera de vous animer si vous n'avez pas abusé du gâteau. Donc, au niveau de l'après-midi, dans le fond, l'intervention, on a 1 heure à passer ensemble. L'objectif, le mandat qu'on m'a donné, c'est de vous entretenir notamment sur le savoir-être en matière d'enquête. Donc, ce n'est pas, dans le fond, un atelier qui se veut une intervention à savoir comment on mène une enquête, mais tout ce qui a trait au savoir-être, justement aussi pour souligner l'avènement du code d'éthique en matière d'enquête interne, notamment en harcèlement psychologique. Donc, c'est sur ces divers aspects-là. Je vais vous exposer également des cas pratiques, vécus, entendus, qui vont vous permettre de faire un sens là, à l'ensemble des propos que je tiendrai. Il y a une période de questions, mais je suis absolument pas mal à l'aise. Là, si en cours de route, vous souhaitez intervenir, là, faites-moi signe. Ça se peut qu'avec la lumière, je sois un petit peu aveuglée, là, mais ça me fera plaisir d'apporter les précisions requises là, si nécessaire. Donc, presque 10 ans déjà, en juin 2004, arrivaient les dispositions en matière d'harcèlement, découlaient les obligations imputables à l'employeur, prévenir, intervenir. On avait déjà à ce moment-là anticipé une émergence de plainte pour la première année. Commission des normes du travail, statistique à peu près 2500 plaintes pour la première année. 10 ans plus tard, statistique maintenue. Uniquement là, au niveau de la Commission des normes du travail. Là, je ne calcule pas les plaintes là, au niveau de tout ce qui a trait les politiques internes, les griefs d'harcèlement et tout ça. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est un phénomène qui est définitivement ancré dans nos réalités, puis de venir voir comment on peut se donner des moyens. Vous comprendrez que l'enquête est nullement le meilleur moyen de faire cesser le harcèlement, voire plus là, toute l'émergence du après. Donc, on voue une grande préoccupation, quelquefois, à ce qu'un tiers vienne trancher, venir affirmer, oui, effectivement, c'est du harcèlement, ou non, ça n'en est pas, mais sans se préoccuper tant que ça du après. Et là aussi, il y a des éléments qui sont à risque pour le climat de travail et pour les individus, les parties qui ont cheminé là, dans ces divers recours-là. Plusieurs entreprises avaient déjà, en juin 2004, rédigé une politique. Des fois, à défaut de savoir quoi y inclure, on s'est approprié divers petits modèles qui ont été offerts là, sur le net. On se rend compte avec les années, tendance de mise à jour un peu. Les organisations ont du vécu en matière d'harcèlement psychologique, ont peut-être dû gérer des premières plaintes et à cet égard, là, dans le fond, on a vu l'opportunité de s'approprier davantage la politique. Puis vous allez voir à quel point c'est important. Je parle d'enquête aujourd'hui, mais comprenez que ce qui est inclus à l'intérieur de votre code d'éthique, mais ce qui est inclus à l'intérieur de votre politique vient donner le cadre d'intervention, les marges de manœuvre que vous vous donnez, notamment dans ces situations-là. Puis des petites phrases telles, là, on le verra, je vous donnerai des exemples précis, mais qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues comme gestionnaire dans certaines situations. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est au moins de soulever la préoccupation puis de venir voir comment on peut arriver à pallier à tout ça. On parle d'enquête. Avec les années, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des modes différents qui sont proposés, des solutions alternatives. Ce que je vous disais, c'est que l'enquête ne règle souvent pas grand-chose, autre que d'arriver avec une décision. Combien de perceptions encore non répondues, non adressées, de sous-entendus. Même si on vient, moi, comme victime, me confirmer que j'ai effectivement vécu du harcèlement psychologique, je n'ai pas eu le rapport d'enquête. J'ai des doutes, surtout si ça fait 2, 3 ans que je vis le harcèlement, on me le dit, OK, bravo. OK, je le demande guillemets, on s'entend bien, là. Mais à part ça, il y a tout l'élément de sens que j'ai besoin, moi, d'obtenir pour comprendre comment ça s'est passé, que je n'aurai pas. Donc, tout ce mal-être-là, ce malaise-là qui en découlera, habite les individus. Puis autant
Une plainte sur 5 est du harcèlement. Donc, encore statistiquement parlant, là, mais toutes les plaintes pour lesquelles on viendra conclure qu'il n'y en ait pas, la personne qui dépose officiellement une plainte, j'ose croire, dans la majorité des cas, qu'elle avait, dans le fond, vraiment validé le recours à dire « il y a un doute probable ». Okay? J'en suis rendue à la possibilité que ce qui s'offre à moi, c'est le dépôt de la plainte, je dois dénoncer. Donc, que ça s'appelle harcèlement ou pas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une problématique. Et ça, comme employeur, on ne peut pas fermer les yeux. On est souvent mal à l'aise. Plainte d'harcèlement, il y en a qui sont figés avec ça. J'ai peur, notamment quand je suis en processus, peut-être là, avec un employé difficile où on sent le congédiement, là, juste nous pendre au bout du nez, puis hop là, j'ai un grief d'harcèlement, j'ai une plainte d'harcèlement qui entre en ligne de compte. Donc, tout ça, là, ça ne vous limite pas aucunement. Mais venir voir un peu comment on structure tout ça. Donc, je vous disais, l'émergence, de plus en plus, on opte pour la médiation. Je suis vendue, je ne peux dire qu'autrement. Quand je vous disais que ça ne règle rien, voyez l'opportunité que la médiation peut permettre aux parties, justement, de s'approprier un recours, un règlement, une entente conjointe. D'abord, de se dire, d'être entendu, puis de partir avec un cadre de référence qu'on aura construit ensemble dans les situations où ça va bien. Donc, et les délais de traitement aussi, même si vos politiques, votre bonne volonté fait en sorte que vous voulez régler rapidement une situation d'harcèlement, même si on va à l'enquête, il y a souvent plusieurs éléments hors du contrôle qui font en sorte que les délais là, s'alourdissent. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas toujours des gens où le lien d'emploi a cessé, en ce sens que je n'ai pas toujours des gens qui sont en arrêt maladie. J'ai des individus qui continuent à graviter ensemble, sachant pertinemment, même à la limite que ce que la confidentialité peut nous apporter, là, qu'il y a des recours qui ont été intentés, ça devient tout simplement infernal. Infernal pour les parties, infernal pour le gestionnaire qui est souvent démuni. Donc, et dans d'autres cas, c'est justement également la démonstration de la preuve que la partie plaignante aura à faire quand j'ai pas de témoin, quand j'ai rien, comment j'arrive justement à cheminer, conclure quand j'ai absent. Il y a plusieurs moyens qui sont donnés justement en enquête pour essayer d'aller soutirer, d'aller valider, d'aller rechercher des situations là, similaires, circonstancielles qui nous permettent d'appuyer notre conclusion. Mais souvent, l'absence de preuves peut aussi être très lourde à porter. On a divers éléments. Je les présente rapidement. Je m'excuse, le micro, il ne s'accrochait pas sur ma robe. Ce n'était pas très stratégique ce matin. Donc, initialement, ce qu'on va voir, je vais référer à la définition. Je ne l'expose pas avec vous. Okay? Ce n'est pas le contenu de la conférence. Je le vois rapidement pour se redonner des mots-clés. Je revois avec vous comprendre la part et les limites qu'une politique peut nous offrir. Également, déterminer la nécessité de mener une enquête, établir le profil de compétences recherché chez notre enquêteur, structurer adéquatement un processus d'enquête, toujours notamment là, au niveau de l'aspect du savoir-être, s'assurer d'une équité procédurale. On a un beau jugement qui vient de tomber dernièrement, qui a une influence aussi, puis qui nous re-questionne aussi par rapport à notre code de conduite. Et saisir l'importance, donc, de ce code de déontologique-là, puis d'exposer divers événements avec vous. Donc, en gras, vous voyez, là, dans le fond, les principaux éléments, les principaux critères qui viennent étoffer notre définition du harcèlement psychologique. Donc, en vigueur depuis juin 2004, ces divers éléments-là vont être le cadre de référence de tout enquêteur. Les éléments qui s'en suivent, dans le fond, ce qu'on verra, c'est que pour arriver à établir justement une conclusion en matière de harcèlement psychologique, mon élément déclencheur est en soi ma conduite vexatoire. Mais encore, c'est quoi une conduite vexatoire? Donc, on va parler d'une conduite qui est humiliante, blessante. Au niveau des législations européennes, on y va davantage plus avec une appellation de conduite abusive. Je pense que ça donne un cadre. Ça donne, dans le fond, l'image de la limite. Lorsqu'il y a abus, j'ai franchi la limite que je n'aurais pas dû franchir. Conduite vexatoire ne veut pas dire une situation dérangeante. Je me souviens d'un cas où on a eu à intervenir un individu. On est dans un cégep, on est dans un département là, où j'ai des professionnels qui interviennent, notamment un individu qui avait été
qui était chef d'équipe au niveau de ces professionnels-là. Pour diverses raisons, l'organisation restructure le département et on instaure vraiment une structure hiérarchique. Là, j'ai un coordonnateur, j'ai une directrice adjointe aux études et tout ça. Donc, je relève maintenant d'une autorité qui n'a jamais été, du moins là, au niveau de cette institution-là, pour les dernières années. L'individu postule pour ce poste-là, ne l'obtient pas. Et là, par la suite, s'ensuit pour lui, une perception d'harcèlement psychologique. Il se rend compte qu'effectivement, c'est de l'abus de pouvoir auquel il fait face parce qu'il doit relever. Il a toujours géré ces situations. Maintenant, il doit rendre des comptes. C'est une conduite vexatoire. C'est humiliant, c'est dégradant. OK? Donc, cet élément-là, en soi, conduite vexatoire n'est pas synonyme de situations qui vont être dérangeantes. On aura également le caractère répétitif et unique. Donc, en soi, là, on le dit, plusieurs petits gestes, quelquefois anodins, vont venir constituer là, notre caractère répétitif. C'est le principe de la petite goutte d'eau. À un moment donné, c'est l'accumulation qui fait en soi de venir déterminer le caractère inacceptable. J'ai mon geste unique. Mon élément 3, dans le fond, qui est carrément le cœur de la perception de la définition. Mon caractère hostile ou non désiré. Vous la mettez où, vous, votre limite? Je la mets où, moi, ma limite? C'est quoi une situation hostile ou non désirée? De plus en plus, on a des jurisprudences qui viennent justement nous permettre de mettre davantage de mots, mais encore. OK? Donc, il y a un élément, il y a un biais perceptuel qui va se refléter aussi en processus d'enquête, qui va se refléter dans la façon dont l'enquêteur devra venir chercher l'information, la valider sous forme de preuve. Donc, le principe d'entonnoir, de partir des perceptions puis d'isoler les faits à partir des comportements ou des conduites en soi là, qui auront été identifiées comme non désirées. Il y a l'élément aussi, c'est ça, donc la limite, la tolérance, l'atteinte à la dignité. Tout ça, ma conduite doit avoir un effet. Je me souviens d'une fois, on est arrivé en enquête, on dénonçait une situation qui, pour le plaignant, avait absolument pas de sens. Et on le questionnait à savoir quels ont été les effets, les conséquences qui en ont résulté. Aucune. C'est juste que ça, pour moi, ça a été humiliant et blessant. Mais j'ai rien à reprocher à mon employeur. On arrivait, même le plaignant lui-même n'arrivait pas à mettre des mots sur la situation. Donc, je dois avoir une portée au niveau de l'atteinte, au niveau de la dignité et de l'intégrité de l'individu. Donc, doit porter des effets et mon milieu de travail en soi en est impacté. On aura vu, pour ceux qui ont assisté à la conférence là, dans le même local de M. Leduc là, tout à l'heure, la notion d'intentionnalité n'est pas un critère pour venir statuer. Puis encore une fois, ça, c'est difficile de faire sens. Comme enquêteur, au niveau de vos mises en cause, d'arriver à venir chercher de l'information, puis où on n'arrive même pas à coller de pourquoi je me retrouve avec ces allégations-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'est pas venu me le dire? Donc, cet élément-là est aussi difficile dans le après, quelle que soit la conclusion, de permettre, dans le fond, aux individus de retravailler ensemble quand ce caractère-là apporte peu de réponses. Donc, ce qu'on mentionne, c'est que le caractère intentionnel n'est pas un élément qui va venir trancher une conclusion, mais aura un effet, dans le fond, sur les mesures qui pourront être prises advenant le cas que le harcèlement a été avéré comme un élément aggravant, advenant le cas qu'on est en mesure de démontrer l'intentionnalité. Ce qui n'est pas toujours évident, mais des fois, il y en a qui passent à la confession. Comme enquêteur, on l'apprécie énormément, là, mais c'est très rare. Et l'élément de la raisonnabilité de la personne. Donc, on a la définition qui vous est proposée, devra évaluer l'aspect que la personne qui se plaint est dite raisonnable. Et là, ça soulève beaucoup de questions par rapport à tout ce qui va toucher les troubles de santé mentaux. Ce n'est pas l'objet de la rencontre, mais par contre, de plus en plus, comme organisation, vous le voyez émerger. Je me souviens d'une situation où on est intervenu, où j'avais un individu qui était maniaco-dépressif, bipolaire, qui était sous médication, contrôlé, un diagnostic qui permettait de confirmer, dans le fond, que l'individu pouvait là, exercer ses fonctions de façon adéquate. J'avais l'incertitude qui était là, exprimée de la part des gestionnaires, à savoir, Marie-Josée, comment on fait pour savoir qu'il a pris ses médicaments le matin? Là? On n'est pas pour le questionner à tous les matins, ça va quasiment avoir de l'air de l'acharnement. Là. Donc, ce malaise-là qui était là, on récupère les gestionnaires, mais quand même, il y a tout ça. Comportement, j'avais un individu qui était en soi obsessionnel, compulsif, connu. Et là,
On en vient, dans l'enquête, dans les divers éléments qui nous sont donnés de voir, à questionner le seuil de tolérance de l'organisation. Il y a beaucoup d'organisations qui sont tolérantes, à la recherche de l'ultime fait de dire, si on voit ça, là, on intervient. Okay? À un moment donné, il y a assez d'éléments circonstanciels, il y a assez d'impact au niveau de mon climat d'équipe, des individus qui gravitent au niveau de ces individus-là, de la difficulté à laquelle j'expose mes gestionnaires, d'arriver à les accompagner. Mais en soi, j'ai un individu qui a des comportements, comme je vous dirais, compulsifs. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, mes gestionnaires, dans ce cas-ci, ont décidé d'agir avec lui de façon discriminatoire. Il était juste plus capable, OK? Il ne savait pas à quoi il allait avoir droit. Et les comportements qui en ont résulté, mais collaient également à la définition. Puis c'est pas que ça devient une excuse. Marie-Josée, j'étais comme juste plus capable de le gérer. Et là, j'ai exercé diverses attitudes et conduites qui, je sais, ne sont pas adéquates. Là, j'étais en confession totale. Mais dans le fond, c'est pas grave parce que mon individu est altéré au niveau du jugement et tout ça. Parce qu'on avait beaucoup d'autres éléments. Là. Des fois, on a comme des... Oh, excusez. On a comme des karmas dans certains individus. On dirait que des fois, il y a le malheur s'acharne sur certaines personnes. C'est plus juste le milieu professionnel qui va plus bien, c'est toutes les sphères de la vie. Puis quand je parlais des faits également en enquête, l'élément qui est difficile à venir statuer, quand on vient à établir les effets, quels sont les effets qui découlent réellement de la situation de harcèlement psychologique, puis quels sont les effets, dans le fond, qui peuvent, oui, être exposés, oui, être diagnostiqués, mais qui peuvent découler de d'autres sphères de la vie de l'individu. Puis dans le fond, c'est le cumul de tout ça. Donc, ils n'ont pas à être écartés, mais c'est l'analyse qu'on en fera qui est important de regarder là, par la suite. Donc, le seuil de tolérance est excessivement important à se questionner comme organisation. L'obligation, dans le fond, d'enquêter émane tout simplement de l'article 81.19 qui stipule que tout employeur a l'obligation de faire cesser à une obligation de moyens et non de résultats. Et l'enquête s'est souvent avérée un des éléments. Comme je vous dis, on espère être le dernier des recours utilisés. Donc, d'où l'importance de se préoccuper sur nos politiques organisationnelles à avoir un éventail de recours possibles, ne serait-ce que des moyens alternatifs, informels, avant d'en arriver et de sensibiliser mon personnel à l'effet, effectivement, là, que l'enquête sera utilisée là, comme ultime recours. Vous aurez donc, tout à l'heure en introduction, je vous mentionnais que votre politique organisationnelle vient donner le cadre, vient vous donner vos marges de manœuvre, vient vous donner l'emprise que vous avez besoin comme organisation pour faire cesser, pour reconnaître, pour agir sur une situation. Donc, le cadre d'application, excessivement important de s'en préoccuper par rapport à ce qui en est contenu. On a plusieurs contraintes, on a plusieurs éléments que j'observe, notamment quand on arrive en enquête, on reçoit la politique de l'organisation, puis même le nombre de fois que je me retrouve avec des gestionnaires de ressources humaines qui nous donnent la copie, puis ils ne savent pas toujours ce qui est inclus, puis passent ou occultent certaines étapes qui pourtant étaient annoncées, dites et supposément connues, puis que là, en soi, ça peut invalider un processus en soi. Initialement, on retrouve dans plusieurs politiques la possibilité d'être accompagné d'une personne de notre choix. OK? Super. C'est un droit qui est là. C'est un droit qu'on peut offrir. Ça peut être un droit implicite. Est-ce que le camper dans nos politiques nous limite? Je ne vous dis pas de ne pas le mettre. Je vous dis d'y réfléchir. Quand on parle accompagné d'une personne de notre choix, je peux arriver dans certaines situations où la personne de mon choix est mon conjoint, mon enfant qui m'a vu détériorer, devenant le cas que je suis plaignante, puis qui a une dimension très émotive. Oui, appartient à l'enquêteur de revenir mettre le cadre, de statuer du rôle de la personne accompagnatrice. Mais des fois, même juste dans le non-verbal, OK? Tu peux dire ça, mais ça va sortir, ça va s'exprimer et ça peut influencer. Ne serait-ce même qu'en médiation, ça peut également être une possibilité qui est offerte. Puis des fois, on peut passer à côté des belles ententes qui satisfont en soi les parties, puis que les personnes accompagnatrices font en sorte qu'on arrive à un certain échec. Je le mettrai entre guillemets. Parce que ne pas avoir d'entente n'est pas en soi un échec tout le temps en médiation. Vous avez le droit, la partie plaignante décide d'être accompagnée de son procureur syndical, pas de son procureur syndical, mais d'un procureur. Okay? Ça peut être le procureur syndical, mais ça peut être un procureur qui défraie de sa propre poche.
il n'y a pas de disponibilité. Il n'est pas capable de venir dans l'agenda. J'ai une obligation de collaboration, on s'entend. OK? Vous avez l'obligation d'agir rapidement. L'individu plaignant va vous dire, mais tu me donnes le droit d'être accompagné, je choisis que cette personne-là sera ma personne accompagnatrice. Et là, vous composez avec des tierces parties qui peuvent générer certains délais. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps le cas, OK? Mais juste d'être consciente de ce qu'on ouvre. La remise d'une copie de la plainte arrive dans certaines situations. Puis je fais une différence entre remettre les allégations, permettre à la partie mise en cause de bien, c'est un principe de justice naturelle, de savoir de quoi on m'accuse, mais de remettre en intégralité le libellé, le formulaire de la plainte, ça, pour moi, j'ai des réserves. Arrivent certaines situations où mon plaignant peut exposer de façon très émotive. Je ne sais pas dans quel état d'âme il a rédigé ça. Puis juste de le déposer dans toute l'information que ça peut contenir au niveau de la personne mise en cause, je m'ouvre aussi à certaines réticences. Je peux faire générer des réactions que j'aurais peut-être pas anticipées puis qui vont peut-être nuire à mon climat d'enquête. Donc, c'est important de s'assurer que ce qui va être remis, c'est en soi les allégations pour permettre justement à la personne mise en cause d'avoir une certaine préparation, puis notamment le jugement là, sur lequel je vous entretiendrai tantôt en a fait part, l'opportunité de se préparer. Mais la copie en soi du formulaire de la plainte, j'ai des fois des très belles plaintes. Hein? C'est 22 pages, 80 annexes avec tous des séparateurs et tout ça à un moment donné. Puis, dans d'autres situations, j'ai strictement rien. OK? J'ai un énoncé, puis il n'y a rien. Donc, d'arriver à vraiment mettre un cadre, mettre des mots également. Ça va me donner, moi, comme enquêteur, mon cadre d'enquête. C'est quoi mes allégations? Sur quoi j'enquête? Sur n'importe quoi? J'invoque le harcèlement, je suis comme en mode aspirateur, là, je vais chercher plein d'informations, puis j'essaie d'y donner un sens. Donc, cet élément-là, la structure que je donnerai, permettra aussi de faciliter mon cadre d'enquête par la suite. Le maintien de la confidentialité, on le prône, belle valeur. Vous allez comprendre comme organisation que ça rencontre des limites tellement rapidement. À premiers égards, la confidentialité appartient aux parties. C'est arrivé des situations où on se retrouve avec un plaignant qui se retourne dans son département puis qui dit à ses collègues « Super, on n'en a pas pour longtemps, je viens de déposer ma plainte. » OK? Qu'est-ce que ça laisse? Jusqu'à preuve du contraire, là, ma personne mise en cause n'est pas accusée de rien. Une plainte sur 5 est du harcèlement. On se l'est dit, il y a une problématique, il y a un doute, il y a une perception. Mais de là, de coller l'étiquette, c'est lourd de vivre avec l'étiquette de harcèlement. Statistiquement parlant, là, on se rend compte que 50 des parties qui ont cheminé dans un processus d'enquête voient leur lien d'emploi altéré. Congé maladie, courte durée, longue durée, invalidité, mutation, tout simplement, congédiement, des gens qui démissionnent en soi. Là, et ça, c'est de l'investissement. C'est des bonnes ressources dans lesquelles, des fois, j'ai cru, j'ai misé sur le potentiel. La conclusion, c'est peut-être avéré négatif pour X raisons. Vous avez à vous questionner sur votre climat puis ce qui a laissé émerger ça. Là. Mais quand même, c'est cher payé comme organisation. Donc, la limite de la confidentialité, ce qu'on dit, ça appartient aux parties. Une situation également, entre autres, où j'avais un individu qui était en réaction un peu par rapport à ses gestionnaires et quelques rencontres, d'abord sur un aspect administratif avant de rentrer disciplinaire, quelques rencontres qu'il avait en faisaient, dans le fond, vent à tous ses collègues. Aujourd'hui, ils m'ont dit ça, hey, ça n'a pas de bon sens. Et là, on laissait planer ça, OK? Donc, dans ce cas-ci, on avait un nouveau gestionnaire qui venait d'arriver dans l'organisation et qui essayait de se faire une place. Et dans ce cas-ci, l'individu, oui, a allégué le harcèlement, mais minimisé un peu l'impact qu'il a eu tout au long du processus dans la situation par rapport à l'atteinte qu'il avait, le préjudice potentiel qui pouvait générer. Donc, cet élément-là est important là, à valider. Et de soi, la politique le prévoit. Il y en a également qui vont se questionner par rapport à l'entente de confidentialité qu'en enquête, on fera signer. On a certaines parties qui sont très réticentes.
Marie-Josée, on ne signe rien. OK? En soi, la politique le prévoit. OK? Assurez-vous qu'elle le prévoit. Donc, que l'enquête va être faite de façon confidentielle. L'engagement de confidentialité vient un peu sensibiliser les parties encore à leurs obligations et leurs responsabilités face à tout ce qui s'ensuit, à ce qui se dira, surtout quand le lien d'emploi, ils sont tous les deux là, en travail. Enquête au niveau de la confidentialité, également au niveau de l'enquêteur. Il est arrivé des situations où j'entends un de mes clients qui mentionne un des enquêteurs qu'on avait, Marie-Josée, pour convoquer les parties témoins, a téléphoné dans l'établissement et s'affiche et s'annonce à la secrétaire. Bonjour, je suis Monsieur X, j'agis à titre d'enquêteur, j'aurais besoin qu'on me transfère à Monsieur et Madame. Donc, on transfère. Et là, ça a duré pour toutes les personnes témoins. Donc, on demandait de renvoyer à la réceptionniste, on se faisait réacheminer. Un enquêteur, à un moment donné, qui est allé envoyer... Là, on parle là, de jugement, là, on s'entend bien, là, mais quand même, c'est des pratiques. Dans le choix de vos enquêteurs, tout à l'heure, on regardera le profil de compétences. Je pense que c'est important. On n'engage pas nécessairement n'importe qui, puis vous avez un droit de regard sur cet aspect-là. Un enquêteur qui est allé donner ses avis de convocation en main propre. Donc, rentre dans l'établissement, se promène dans un département, demande aux employés, bon, je recherche telle personne, et s'en va remettre là, il part. Qu'est-ce que ça lève? Juste comme présomption. Donc, tout cet élément d'éthique-là. Je pense que c'est un peu aussi pour ça que le code de conduite en matière d'enquête a émané, là, de vraiment venir circonscrire la pratique en matière d'enquête, mais tant dans la façon de la mener que dans le savoir-être qui en découlera. Donc, tous ces éléments-là sont importants à regarder. Au niveau, je vous l'ai mentionné, processus d'enquête devrait être l'ultime recours. Je pense que c'est même important pour ceux qui ont des politiques de bien l'identifier, voire même si vous avez des formulaires de dépôt de plainte, de peut-être même avoir l'opportunité de dire « autre moyen utilisé ». Ça ne l'empêche pas. Je ne vous dis pas que si l'individu n'a pas utilisé d'autres moyens, vous ne le traiterez pas, mais ça vous permet d'avoir une bonne conversation avec la personne puis venir dire, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Ce qu'on cherche, c'est que ça arrête, là. OK? Donc, quel est le meilleur moyen qu'on se donne, nous, comme organisation, pour faire en sorte que ça cesse? Et l'enquête ne l'est pas toujours. Je ne le dirai pas assez, là. Donc, permet donc au niveau de la politique d'être très clair sur cet aspect-là, de bien venir se rappeler que votre obligation, donc, est de faire cesser et de se préoccuper dans le après, de sensibiliser également. Les parties ont l'impression qu'une fois que ça sera tranché, ça va être réglé, ça va être gagné. Je pense, puis c'est pas désillusionner. OK? Déjà, ça prend tout le petit change pour certains individus qui vivent réellement du harcèlement, d'arriver puis de lever le drapeau puis de dire « Oh, là, il faut que ça cesse. Est-ce que tu sais qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi, comme employé, comme membre de ton organisation? » Donc, c'est pas de désillusionner par rapport à tout ça, mais de répondre justement à l'opportunité d'agir, d'adresser une situation qui nous semble problématique ou qui nous apparaît déjà dans ce qui nous est communiqué. Préciser les rôles et responsabilités. Certaines politiques ont même des sections rôles et responsabilités très beaux, bien documentés, mais les parties principalement intéressées souvent ne sont même pas au courant. On a décidé d'instaurer un comité de traitement de plainte, on a identifié certains individus. Est-ce qu'on a précisé, circonscrit le rôle qu'ils auront à jouer? Les plaintes ne tombent pas nécessairement tous les jours, là, OK? Donc, souvent, les gens sont démunis. Il y a beaucoup même de maladresse dans le traitement en soi du processus d'enquête. Donc, c'est important de vraiment être certain d'être clair par rapport au rôle et responsabilités des divers intervenants qui vont cheminer au niveau du processus d'enquête. Divers intervenants, ils peuvent être multiples, hein. Je vais penser, dans le fond, à la personne responsable du harcèlement psychologique. Il y en a qui ont vraiment des gens attitrés, des conseillers experts, des coordonnateurs du harcèlement. Vos parties syndicales également. Ils ont à cœur le même bien-être de leur personnel que vous pouvez avoir. Comment les faire partenaires de cette démarche-là? De faire en sorte que, dans le rôle conseil qu'ils offriront à leurs membres, qu'on vise, dans le fond, la même finalité, soit de faire cesser. Donc, ce n'est pas, dans le fond, une partie avec qui les ponts vont être coupés. Je pense définitivement que vous avez tout à gagner à les mettre là, partenaires de tout ce qui s'ensuivra. Les gestionnaires immédiats également, OK?
leur permettent d'agir au niveau de leur rôle. Mais dans certaines organisations, les politiques prévoient que c'est le gestionnaire immédiat qui procédera à l'enquête. Faites attention également à ce que vous venez de leur offrir comme ajout à leur description de tâches. À un moment donné, là, ils sont là pour gérer, ils sont là pour superviser. Je ne viens pas dire que ça ne leur appartient pas. Je vous dis juste que la majorité du temps où on a vu ça s'exercer, ça crée des situations au niveau du climat excessivement délicates. Et n'oubliez pas que l'individu gestionnaire qui aura peut-être tranché ou agi sur une enquête et qui par la suite reviendra dans ses souliers de gestionnaire et sera appelé à gérer ces individus-là, il revient dans quel contexte? Il revient dans quelle perception? Donc, ce n'est pas réellement un cadeau à offrir à nos gestionnaires. Au niveau de la direction des ressources humaines également, à savoir comment on structurera. Et le nombre de fois qu'on va se retrouver dans des organisations où on va assigner le dossier d'harcèlement psychologique à notre dernière petite recrue, notre jeune stagiaire qui est maintenant finissant, puis on lui donne tout ce beau dossier-là. Donc, de venir voir, de s'assurer, dans le fond, d'avoir un individu qui a une bonne connaissance de la culture de l'organisation, des moyens, des ressources, un leadership, une influence par rapport à l'organisation. Donc, ça va être excessivement important de s'en préoccuper là, dans votre structure. On n'attend pas d'avoir une enquête pour identifier nos enquêteurs potentiels. Je pense que déjà par le biais là, de la page web là, du portail RH, vous avez l'opportunité d'avoir un référentiel au niveau consultant très large, mais vous pouvez avoir, dans le fond, en spécifiant les champs d'enquête, l'opportunité d'avoir certaines références. Je pense également les références. Le bouche à oreille est excessivement important. Valider. Vous êtes un réseau à même, les CRHA, de venir valider si certaines de vos collègues, confrères ont eu recours à certains enquêteurs. Ayez pas peur de les rencontrer, même préalablement, pour venir savoir comment tu fonctionnes. Vous lui donnez accès à beaucoup d'informations à vos employés, à votre organisation. Ça se prépare, c'est pas carte blanche. Donc, je pense que le lien de confiance est excessivement important. C'est pas parce que je déroule mon pédigré comme enquêteur qu'en soi, en termes d'éthique procédurale et même d'éthique tout court, je serai adéquate. Donc, de vous constituer plus d'un nom, parce que souvent, c'est dans l'urgence, peut-être même que vos politiques prévoient des délais très précis. Faites attention aussi, je le mets en parenthèse. Des délais qui vous, des fois trop courts, qui vous limitent, puis qui font en sorte que vous n'êtes pas capable d'y répondre. Je pense que c'est important de prôner le fait que ça va être réglé rapidement, mais des délais trop courts là, peuvent être délicats. Donc, de prévoir la banque. Vous aurez sous peu également, là, je vous le mentionne, au travers le site de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, l'IMAC. Ils sont à travailler, justement, il y a un volet arbitrage, il y a un volet médiation et maintenant un référentiel au niveau des enquêteurs en matière d'harcèlement psychologique. Donc, c'est IMAC.org. C'est pas en branle encore, mais ça pourrait être une source de données qui pourrait être intéressante à regarder. Mon enquêteur, c'est beau de le rencontrer, Marie-Josée, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce qui est important pour moi de venir valider? S'assurer justement d'une démarche et d'une impartialité, d'une confidentialité. Donc, ça sera son rôle. Identifier et recueillir les divers éléments de preuve, déterminer les préjudices causés, recommander. Donc, au-delà, regardez toute l'opportunité de l'information que mon enquêteur va avoir droit. Je pense que d'ouvrir sur des pistes de recommandations fournies de façon distincte du rapport est à envisager. N'hésitez pas comme employeur à la passer la commande. Puis vous verrez si on le refuse de venir voir est-ce que je continue ou pas. Puis les recommandations, vous pouvez les spécifier. Je veux des recommandations par rapport à ma partie plaignante, par rapport à ma partie mise en cause, par rapport à mon climat de travail, par rapport à mon organisation. Donc, d'avoir un regard viendra à vous, comme organisation, de statuer sur les recommandations qui sont viables, à court, moyen terme, réalistes, qui viennent s'insérer dans votre cadre là, d'intervention ultérieure. Mais déjà, c'est un élément qui peut être intéressant. Donc, et de déposer en soi le rapport d'enquête. On aura diverses qualités qui seront exploitées. Donc, on a un profil, là, vous les aurez d'identifier, diverses qualités qui sont recherchées, notamment une capacité d'écoute. En matière d'enquête, oui, il y a tout ce qui est dit, mais on le voit déjà, là, OK? En matière d'harcèlement psychologique, le pouvoir du non-verbal, ce qui n'est pas dit.
Les 3 petits points de suspension, là, les petites phrases sous-entendues, mais je n'ai pas dit. OK? Le double message, je vous donne un exemple. OK? Je vous dirais, il est 10 heures ce matin, j'ai besoin d'un rapport pour 4 heures. Est-ce que c'est possible pour toi? Indirectement, peut-être que je viens déstabiliser vos priorités, là, mais je ne suis pas certaine en soi que je vous harcèle. Dépendant de vos seuils de tolérance, vous pouvez réagir différemment à la même situation qui s'ensuit. Je vous dirais, il est 10 heures ce matin, là. Moi, j'ai besoin d'un rapport pour 4 heures. C'est-tu possible pour toi, là? Verbalement, j'ai utilisé exactement les mêmes mots. Mon non-verbal a pu laisser place à plusieurs interprétations. Il y en a qui peuvent me dire, Marie-Josée, tu penses que tu marcelles, là, tu as des croûtes à manger. Tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent dire, mon Dieu, pourquoi tu me dis ça comme ça? OK? Donc, et ça s'installe quand on parle de gestes répétitifs. De venir questionner, d'avoir une habilité également à venir interroger là, ce que le non-verbal peut nous offrir également comme opportunité. Une ouverture. Ouverture en ce sens que je risque d'entendre des choses qui, au niveau de mon schéma de valeur à moi-même, va venir me challenger. Donc, d'être en mesure de faire et de mettre une distance par rapport à tout ça va être excessivement important. Diverses connaissances qui vont en découler, notamment l'équité procédurale, et c'est un peu pour ça que votre code d'éthique, puis je pense que c'est ça, là, il vous a été remis là, par l'entremise de votre petit guide. Vous avez le code de déontologie que vous avez reçu, mais votre code d'éthique également, là, qui peut faire en soi là, de venir répondre à tous ces éléments-là. Donc, on parle d'une bonne connaissance du harcèlement, de la politique, des lois applicables, de l'équité procédurale, du culture, de l'organisation, des règles d'enquête. Enquêter en matière de harcèlement, ce n'est pas toujours synonyme d'une enquête de police. Là, okay? Vous avez l'image, là, mais de s'assurer. Ce qu'on veut, c'est le faire cesser. On vient chercher des informations également pour notre après. Donc, des compétences diverses qui s'en suivront, tant au niveau de recueillir, synthétiser, cerner les questions types, effectuer une analyse en profondeur, tirer des conclusions, une habileté de rédaction, de rendre, également dans la façon dont l'entrevue sera menée, de respecter les silences qui seront là. Donc, et les différents aspects à considérer, bien, comprendre que si jamais vous décidez d'aller avec soit un enquêteur externe, voire même quelqu'un d'attitré à votre organisation, ça peut devenir un témoin crédible, advenant le cas qu'il y ait d'autres recours. Et il y a souvent d'autres recours qui peuvent venir se greffer, là. Vous avez notamment des individus qui sont assujettis à un code de déontologie, que ce soit un avocat ou membre de l'ordre, un code qui fait en soi de vous offrir une certaine assurance. Savoir également qu'à titre d'enquêteur, ce sont des individus qui doivent offrir une grande plage de disponibilité parce que, dans le fond, là, souvent, c'est votre support, votre référentiel durant le processus d'enquête et on communique là, régulièrement puis, avec ces individus-là. Le but de l'enquête, dresser le portrait des événements, statuer, donc, cerner les allégations, offrir aux parties l'opportunité de se présenter, établir les faits, prendre une décision, dans un premier temps, au niveau de la recevabilité, et dans un deuxième temps, au niveau de l'enquête. Donc, une plainte qui est non recevable n'est pas une plainte en soi où on vient dire qu'il n'y a pas d'harcèlement. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a une problématique qui est là, mais qui ne collera tout simplement pas à la définition et aux critères qu'on a vus précédemment. Divers pièges également peuvent être observés en matière d'enquête. Je regarde notamment votre cheminement au niveau de la réception des formulaires de plainte. Pour ceux qui en ont, ou tous ceux, des fois, on demandera tout simplement de rédiger. On va fortement recommander d'avoir un écrit déposé ou du moins d'avoir un entretien avec l'individu pour essayer de l'établir par écrit. Donc, on part de quelque chose qui est davantage structuré. Mais avez-vous, en termes juste de confidentialité, vous êtes-vous entretenu avec peut-être la réceptionniste, la secrétaire qui est là, qui recevra les formulaires, qui rouvrira les enveloppes, puis qui se rend compte que c'est sa collègue ou son collègue qui est visé? Donc, oui, il y a un élément d'éthique, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc, tous ces éléments-là, le courrier interne, ça, quand mon coordonnateur au harcèlement n'est pas présent, qui le reçoit? Je suis en vacances? Est-ce que la plainte tombe sur un bureau ou quoi que ce soit? Des éléments à se préoccuper et à prévoir. Où on consigne l'information?
J'oserais vous suggérer de ne pas nécessairement le mettre dans le dossier des employés. Vous avez un employé qui est muté dans un autre département. Ça vient avec le package. Je suis en train carrément, peut-être, de teinter la réputation probable de certaines parties s'ils découvrent ça, justement, dans le dossier. Donc, d'avoir une gestion, à moins qu'il y ait eu des mesures disciplinaires, on s'entend bien, là, mais le dossier en soi, faire attention d'avoir une consignation, du moins d'y réfléchir comme organisation. Au niveau de la préparation de l'enquête, les pièges qu'on voit souvent, certains enquêteurs vont décider de procéder, c'est rare, mais ça s'est vu, procéder en enquête par le biais d'un appel téléphonique. Je vous disais que combien est porteur le non-verbal, l'attitude, le contact, la façon dont la personne va se présenter, s'exprimer. Je pense que c'est porteur de plusieurs éléments. Donc, de s'assurer de faire la rencontre là, de vive voix, de déterminer des lieux adéquats. On s'est retrouvé dans certaines organisations avec des beaux petits locales, toutes les entreprises lean et tout ça, là, où on n'a plus de mur, on n'a plus rien, on a des vitres, puis on est dans l'îlot central, puis tout le monde nous voit. Donc, comme gestionnaire des ressources humaines, si vous faites affaire avec un enquêteur, pensez aussi au local que vous allez lui assigner. Ou des belles portes fermées, mais avec des petits grillages, puis la voix sort toute de la porte. Ça a l'air niaiseux comme élément, mais on se préoccupe de ces... Je minimise le plus possible les préjudices et les biais qui peuvent sortir de ça. Et ça, c'est des éléments sur lesquels vous avez un contrôle. Établir donc le plan d'enquête, je vous le disais, un enquêteur, ce n'est pas un aspirateur. Il y a une structure à donner. Quand je parlais d'impartialité, ne serait-ce juste que dans la formulation des questions, en termes de savoir-être, c'est aussi ça, de laisser présager, supposer, déjà teinter d'une certaine forme de perception, de conclusion. Dans mes questionnements, c'est excessivement important de pouvoir l'établir. L'ordre des personnes à rencontrer et les témoins reviendront, dans le fond, à la discrétion de l'employeur, pas de l'employeur, je m'excuse, de l'enquêteur qui sera attitré. Et de faire également attention, quand on offre, j'ai des enquêteurs qui peuvent arriver, puis on récolte toute l'information possible. Donne-nous ce qu'il y a dans le dossier, donne-nous ce que tu sais en connaissance de cause, on donne tout. On a des éléments qui sont allégués, mais on a aussi des éléments ou des événements qui ont fait l'objet de choses jugées, qui ont fait l'objet d'un grief, mais pour X raisons, ça s'est reproduit et tout ça. Donc, de faire attention de ne pas orienter une analyse. Je peux avoir des événements similaires, OK? Je peux en référer, mais de porter, dans le fond, un impact, d'identifier peut-être certains facteurs aggravants ou atténuants sur des choses qui ont déjà fait l'objet d'une décision, d'une conclusion, d'une entente. C'est délicat aussi, OK? Donc, cet élément-là. L'accès aux documents confidentiels. Donc, certains documents nécessitent, dans le fond, l'approbation là, des parties concernées. De valider également l'enquêteur. Des fois, rapidement, on va mettre en place un processus d'enquête. Ai-je validé que mes parties qui chemineront dans mon processus d'enquête sont aptes, je le mets en guillemets, aptes, là, mais sont aptes en connaissance de cause, de venir comprendre la portée des allégations, puis de venir comprendre, dans le fond, le cheminement de ce qui s'en vient. Je peux avoir des gens qui sont en dépression sévère, puis des fois, ça vaut la peine de peut-être aller chercher un diagnostic, simplement venir, ou une autorisation à l'effet qu'effectivement, là, le processus peut se tenir. Dans les cas là, où vous rencontrez certains doutes. La réalisation de l'enquête, donc, ce qu'on mentionne, toujours l'effectuer en personne. En termes de savoir-être également, tenter davantage de pouvoir le faire dans la langue maternelle des personnes qui sont interrogées, à moins tout simplement d'avoir l'avis que les individus ne sont pas nécessairement incommodés par le fait là, que ça se passe dans une autre langue. En termes de savoir-être, je ne prends pas nécessairement, moi, l'initiative comme enquêteur d'enregistrer mes rencontres. Je m'assure que les individus soient au courant. N'oubliez pas qu'enregistrer, vous vous enregistrez aussi, là, OK? Donc, ça peut être aussi, ça peut servir d'un élément de preuve, mais ça peut également, là, je ne veux pas en avoir peur, mais d'être conscient. Donc, on s'assure d'avoir l'accord des parties. Si, en termes de savoir-être également, les individus viennent avec une personne accompagnatrice, pour X raison, veulent mettre
peut-être un frein à la rencontre. Elle mentionne un temps de rencontre, là, tout simplement là, isolé. C'est aux parties à quitter la rencontre. Le nombre de fois que l'enquêteur peut laisser son ordinateur, je dis nombre de fois, là, je vous dis que j'exagère, mais l'enquêteur pourrait laisser sa filière, ses dossiers et sortir tout simplement. On s'entend avant même que ça se présente avec les parties, qu'advenant le cas que vous auriez à échanger ensemble, je vais vous inviter à sortir. Donc, je peux le préciser tout simplement, mais je ne laisse pas en soi là, les parties à ce niveau-là. Co-enquête arrive dans certaines situations où, surtout dans les entreprises syndiquées, où le syndicat a statué à l'effet qu'il mènera lui-même aussi sa propre enquête. Donc, des fois, par souci d'économie, on va jumeler les deux enquêteurs ensemble. Donc, d'établir vraiment une démarche de co-enquête en termes de savoir-être, je pense que c'est excessivement important. C'est pas évident au niveau des parties de cheminer dans un processus comme ça. Je me retrouve tout seul devant deux enquêteurs, puis venir voir un peu comment ils vont venir chercher l'information, ça se fait, mais je pense que ça nécessite une bonne entente. Demeurer davantage le plus objectif possible. Amener les individus à cheminer dans nos perceptions, je vous le disais, l'objectif, c'est d'isoler des faits. Donc, on gravite le plus, on part des perceptions, on part des jugements, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on a comme élément. Récolter toute pièce justificative, ne pas prendre position, puis garder contrôle tout au long là, de cette entrevue-là, dans l'objectif de pouvoir déposer un rapport d'enquête. Puis je pense qu'en termes de savoir-être, il est également important de mettre en contexte les parties à l'effet que le rapport d'enquête, advenant le cas qu'il y a d'autres recours, pourrait être utilisé comme preuve, dans exemple, un grief pendant là, qui est également en attente, de savoir que je témoigne dans un contexte où je pourrais être challengée sur le contenu de mon grief. Je rédige toujours un rapport de façon à faire en sorte qu'il passera ou qui cheminera dans un tribunal administratif. Donc, d'être le plus nominatif, factuel possible. Conclusion sur chacune des allégations. De ne pas déroger au mandat. OK? Votre mandat est d'enquêter à savoir est-ce qu'il y a eu harcèlement ou pas, conformément aux critères. C'est pas de venir dire, c'est pas venir évaluer la prestation de travail, le rendement de l'individu, venir statuer si effectivement il y avait eu un vol ou autre. Le recours en soi ne peut pas être préjudiciable. Puis attention, justement, lors de la rédaction. Puis rien n'empêche que si vous êtes porteur du dossier, vous avez assigné un enquêteur externe et vous recevez le rapport, de peut-être quelquefois, là, voire même de le faire valider par votre aviseur juridique si nécessaire. Puis on vous recommande de faire ce maillage de ressources-là. Je pense que, dans le fond, c'est excessivement important, mais de s'assurer qu'il n'y a pas de terminologie ou de biais ou de jugement porté. Okay? Donc, l'enquêteur n'est pas en soi psychologue, médecin, et certains là, s'aventurent dans des interprétations là, ou des mises en contexte qui peuvent être excessivement délicates et lourdes de conséquences par la suite, surtout si on a à se prononcer en arbitrage ou en tout autre tribunal administratif. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y a eu un jugement là, qui a été porté notamment au niveau de l'éthique procédurale. Encore une fois, je réitère le fait que le Code de conduite vient apporter une plus-value, mais c'est un questionnement qui est pendant décision, qui est porté en appel. On avait, dans le fond, 2 enseignantes qui ont porté plainte contre un collègue. Il y a une enquêtrice externe qui est nommée au dossier. L'employeur congédie le collègue en soi, pas uniquement pour harcèlement psychologique, il y avait d'autres éléments, mais ça faisait partie des éléments. Donc, notamment sur les conclusions de l'enquête, le plaignant dépose par la suite donc une demande à la Cour du Québec et réclame 65 000 $ pour avoir violé l'éthique procédurale. Les reproches qui ont été faits à l'enquêteur dans ce dossier-là, d'avoir remplacé, la personne, c'était une enquêtrice, elle avait une co-enquêtrice qui l'accompagnait, mais pour X raisons, est arrivé certains moments où elle a dû, l'enquête, certains individus ont dû être rencontrés uniquement par la co-enquêtrice, donc qui n'ont pas entendu l'ensemble de la preuve ensemble. Ça a généré un certain biais. D'avoir omis de transmettre une copie de la plainte. La politique le prévoyait tout à l'heure quand je vous disais, faites attention à ce que vous mettez dedans. La politique disait, vous recevrez une copie de la plainte. Le mis en cause dit, je suis censé en avoir une, j'en ai pas. Donc, ça a fait partie des éléments. De ne pas avoir divulgué le contenu des comptes rendus. La politique de l'employeur prévoyait, excessivement dangereux, mais prévoyait que tout compte rendu serait remis aux personnes mises en cause.
Donc, avoir exigé la signature de la déclaration de confidentialité, le mis en cause s'est senti un peu confiné là, dans ces obligations-là, d'avoir fait des ajouts manuscrits sur le formulaire de dépôt de plainte, donc pour étoffer, détailler davantage la plainte, d'avoir donné des délais trop courts. Je pense qu'entre autres, elle a convoqué le dimanche pour une rencontre le lundi, la personne mise en cause qui habitait à l'extérieur, donc permettre de se préparer adéquatement. La durée de la rencontre a été trop courte et a refusé que le mis en cause enregistre, dans le fond, là, c'était ce qui était nommé, enregistre la rencontre. Donc, plusieurs manquements ont été observés. On a des dommages moraux de l'ordre de 3 000 $ qui ont été exigés de la part de l'enquêtrice qui s'en est suivie. Donc, tous ces éléments, je pense, que nous amènent vraiment à nous questionner sur la notion d'éthique en matière d'enquête. Vous avez votre code de conduite, donc, comme je vous dis, de plus en plus, puis je pense que c'est le fun comme ordre et membre de l'ordre d'être souligné sur cet aspect-là, notamment des fois par nos collègues du barreau, où on nous nomme comme précurseurs dans cette démarche-là. Code d'éthique qui pourra peut-être être arrimé, mais dans le fond, c'était vraiment de donner une assise pour donner une structure dans la façon de procéder. Et je vous invite, pour ceux qui ont à faire des enquêtes ici, à utiliser également le service de validation. Dans certaines situations, vous pouvez être amené à avoir des doutes sur certains mandats. Et vous avez, là, au niveau de la déontologie à l'ordre, des ressources qui peuvent être intéressantes là, pour vous challenger. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est un élément de référence à tous égards, précurseur, et dans le fond, là, qui mérite là, également d'en faire la promotion. Bien statuer sur votre mandat d'enquête, c'est précisé au niveau de votre code de conduite, c'est notamment ce que je retiens. Un mandat d'enquête peut vous emmener à découler sur divers petits sous-mandats. Je m'en tiens au mandat. Vous avez des tierces parties qui peuvent graviter. Je me souviens, entre autres, d'un mandat d'enquête qui avait été déposé et pour lequel, dans le fond, l'aviseur juridique de mon client avait exigé, dans le fond, de clavarder davantage le rapport pour X raisons, là, dans le fond, là, qui ne sont pas nécessaires là, de soulever aujourd'hui. Le clavardage du rapport, le rapport appartient au client. Donc, reviendra au client de décider ce qu'il décide. Ce qu'on s'assure, c'est qu'il n'y ait pas de préjudice, mais ça appartient au client. Donc, souhaitait, dans le fond, un rapport qui était davantage résumé, voire daté d'une toute autre date. Donc, plusieurs éléments, des fois, qui pourraient, comme enquêteur, vous emmener à vous questionner à savoir, est-ce que je suis légitimé d'agir comme ça? Quel était initialement mon mandat initial? Donc, de bien le camper pour s'assurer d'y répondre, puis de venir valider, est-ce que ça faisait en soi partie? Au niveau, et on terminera, au niveau des diverses questions en lien avec le savoir-être, l'importance cruciale, à titre d'enquêteur, de pouvoir mettre en place un lien de confiance. Vous le voyez, l'élément de doute quand on arrive en enquête, peut-être dans certaines circonstances où vous êtes dans des milieux syndiqués, puis le syndicat va vous dire, bon, ben l'enquête est déjà pipée d'avance, c'est l'enquêteur c'est l'employeur qui défraie les coûts de l'enquêteur. Donc, de s'assurer d'avoir initialement une rencontre préalable individuelle avec c'est-à-dire sans la présence de l'employeur, avec le syndicat. Comme je vous dis, ce sont des partenaires importants dans cette démarche-là. Leur donner une place va être crucial. Également avec les parties, voire même avant la rencontre, d'établir un premier contact, ne serait-ce que juste téléphonique pour se présenter, répondre aux questions, aux préoccupations en lien avec ce qui s'en vient. Faire attention, dans le fond, à tout conflit d'intérêt, voire au-delà à apparence de conflit d'intérêt. Ça aussi, ça peut être préjudiciable. Il n'y en a pas. Mais pour X raisons, je ne sais pas, moi, vous êtes enquêteur, la personne qui vous mandate, c'est un ami personnel. Vous savez comme enquêteur que vous allez agir de toute bonne foi de façon impartiale, mais est-ce que vous rendez service dans certaines circonstances à cette organisation-là, advenant le cas que c'est su, nommé. Donc, ça pourrait venir tout discréditer là, ce qui s'ensuit. Vous faites de l'enquête. Une des recommandations, on ouvre en médiation, c'est pas du double chapeau. J'agis à titre d'enquêteur, je viens pas agir à titre de médiateur. C'est du gros bon sens, mais de s'assurer également là, de ne pas laisser ces biais-là.
Impartialité. Combien de fois certains clients vont juste nous dire « Marie-Josée, tu as rencontré tout le monde, tu as fini tes entrevues, là. Tu peux-tu juste me dire là, la conclusion, elle s'avère vers où? Là? On a ça affaire à du harcèlement ou pas? » Donc, faites attention de ne pas vous prononcer trop rapidement dans ces cas-là, puis de vous en tenir tout simplement avec les conclusions qui seront portées à l'intérieur du rapport. En termes d'impartialité également, je vous dirais que la neutralité, j'y crois pas vraiment. Vous êtes humain, vous ne pouvez pas être neutre. C'est impossible d'être neutre, en tout cas, à mon sens, à moi. Tandis que l'impartialité, ça, vous avez un élément de contrôle là-dessus, sur la façon dont vous allez être, sur la façon dont vous allez mener votre processus. Donc, également, les situations de se préoccuper où le client tente d'influencer ou d'orienter les conclusions. Bien, moi, j'ai déjà mené ma petite enquête, là, je vais pouvoir te donner quelques pistes d'informations. Ça, il faudrait que tu considères ça. Donc, vraiment, de vous approprier la démarche en soi, ou le client déjà qui communique avec vous, dire « J'ai juste besoin d'un rapport d'enquête, mais je sais, là, je sais ça s'est passé. » Là, OK? Donc, en soi, j'ai l'obligation de prévenir et d'intervenir lorsque c'est porté à ma connaissance, de faire attention aussi de venir voir dans quel contexte vous vous inscrivez. Beaucoup de souffrance dans des dossiers d'harcèlement psychologique. Donc, comme je vous dis, ne négligez pas le après. Un environnement de travail qui a laissé place à de la perception d'harcèlement psychologique. C'est pas parce que j'ai une conclusion d'enquête que ça va partir. J'ai souvent une conclusion où on viendra confirmer ou infirmer qu'il y a eu du harcèlement. Je prends mes individus lorsque le lien d'emploi est maintenu, puis je les remets dans le même environnement de travail en disant, bon, on peut tourner la page, vous allez être capable de travailler ensemble. Combien de risques auxquels vous exposez ces parties-là dans le après. Voire même juste le gestionnaire qui a été démuni à savoir, mais j'aurais-tu dû agir? OK? Donc, la réponse est toujours oui, mais dans le comment, d'habileté. Des fois, c'est faute de maladresse managériale, mais la maladresse, ça a une limite. Je ne peux pas être maladroit tout le temps. À partir du moment où c'est nommé la maladresse, comme organisation, j'ai une obligation d'outiller un individu dans le besoin à ce niveau-là. Et de voir comment, justement, là, on permettra un retour et une opportunité de faire en sorte que ça cesse, mais de retrouver et de propager un climat de travail qui ne sera pas idéal, va juste être adéquat. Donc, mais va faire face à des comportements qu'on dira respectueux. Donc, vous avez plusieurs vagues. On va parler de civilité, on va parler de respect au travail, on parlera de harcèlement. On vise tout le même principe. Mais en soi, dans le fond, ça clôt l'ensemble de l'information que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des précisions sur certains aspects. Vous avez été tranquille. Oui. Oui, absolument, mais il y a des contextes, là, puis il y a des contextes où, effectivement, en arbitrage de grief, on peut être appelé à venir, dans le fond, camper la démarche, le mandat, de venir expliciter les conclusions auxquelles on est arrivé. On va être challengé par l'autre partie sur les conclusions pour venir voir la justesse, la véracité. On ne changera pas les conclusions, mais dans tout autre recours ultérieur, bien, l'enquêteur en soi a eu l'opportunité d'avoir accès à de l'information. Oui, on est soumis au secret professionnel, mais ça me restreint pas à mon obligation de venir témoigner. Donc, ça peut être... Dans ces cas-là, vous témoignez à la fois pour dire « j'ai eu le mandat X, voici le rapport que j'ai fait. Voici les conclusions que j'en ai tirées. Voici les conclusions et non rapport. Voici les conclusions que j'en ai tirées. » Le rapport, bien, si l'employeur décide de le déposer ou si le syndicat le demande, si on convient d'un accord, là, que le document d'enquête en soi est un élément de preuve intéressant dans la cause qui se poursuit, qui continue ou qui récidive. Dans votre rapport, comme vous rapportez ce que vous retenez comme élément de fait et donc vos conclusions, il peut avoir un impact possible sur les gens qui viennent témoigner. Oui. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oui, l'enquêteur, mais les parties qui ont témoigné elles-mêmes, qui ont été rencontrées, pourraient être appelées à venir apporter des précisions. Le compte-rendu va faire partie du rapport d'enquête. Il est déposé, là, dans le fond, là, dans ce qui a été convenu de remettre. Puis donc, de juste venir peut-être
permettre d'apporter d'autres précisions, d'autres éléments d'information. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important de déjà annoncer que leur témoignage pourrait faire l'objet. Oui, c'est confidentiel, mais dans la limite de... Donc, dans ce contexte-là, où quand il y a un danger imminent pour la santé et sécurité d'une des parties, là, on pourrait entraver cette confidentialité-là. Oui. Ou encore une fois, quand je vous dis, on pose des diagnostics qui sont peut-être plus de l'ordre psychologique, là, beaucoup d'adverbes là, qui viennent orienter un petit peu, ce n'est pas votre mandat. Okay? Donc, vous vous limitez aux faits pour venir conclure. On a des éléments qui sont très précis au niveau des critères et c'est vraiment venir statuer en cette lien-là et également par rapport aux obligations de l'employeur. Bien, merci. Bonne continuité de congrès. Merci beaucoup, Mme Douville. Les conférences du Bloc C vont commencer à 15 heures.